Alors, sans plus attendre, je vais vous présenter Maître Aurélien Bortoletti, qui est avocat fiscaliste donc, au barreau de Liège et de Oui. Il est professeur à la Chambre belge des comptables et des experts comptables, administrateur AIS Agence immobilière. Il a fait ses études à l'Université de Liège où il a obtenu donc sa licence en droit avec une grande distinction. Il a également eu un master complémentaire chez HEC ULG en fiscalité des entreprises et en droit. Donc aujourd'hui, le thème du jour sera la cession d'une entreprise. Je vais céder rapidement la parole et je vais couper donc vos différents micros. Alors, Maître Aurélien Bortoletti, nous vous écoutons. Merci, bonjour à tous. Alors, enchanté de vous rencontrer, vivement qu'on puisse se rencontrer en virtuel. Et je vais partager mon écran pour vous montrer les slides. Hop, attendez. Hop. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui? Oui, en plein écran, c'est parfait. Super. Ben voilà, donc nous allons commencer effectivement cession d'une entreprise. Alors, bon, ça c'est les mesures. Voilà. Et donc nous allons voir ensemble deux hypothèses de la cession d'une entreprise. Puis nous envisagerons trois hypothèses. La transmission à titre onéreux, la donation des entreprises en région wallonne et la transmission... Ah, j'entends quelqu'un qui cause de mort de l'entreprise, mais vous verrez tout à l'heure, ça vise essentiellement la région wallonne, mais j'exposerai quand même brièvement les régimes applicables en région flamande et en région de Bruxelles-Capitale. Sachant qu'ils sont similaires, sauf deux ou trois petits points, mais que nous verrons ensemble. Alors deux hypothèses vont retenir notre attention. C'est la première, mais monsieur est propriétaire d'une société, donc en fait il détient les parts ou les actions, faut-il dire maintenant, puisque le mot part a disparu du code des sociétés. Il détient les actions d'une société qui a son siège social en région wallonne et la société exerce une activité de peinture. Deuxième hypothèse, c'est la même, sauf qu'il n'est pas passé en société et il exerce en personne physique. Et donc, c'est la seule différence entre les deux hypothèses, mais nous allons voir ensemble comment est-ce qu'on taxe lorsqu'il y a cession. Donc ça, c'est la transmission à titre onéreux. Et donc, on va distinguer les deux hypothèses, donc à savoir lorsqu'il vend ses actions de la société, mais dans une deuxième hypothèse, lorsqu'il cède son activité. Et on évoquera ensemble un petit point sur la TVA. Alors, ce que je vais vous expliquer ici, ça reste au niveau fédéral, puisque vous savez que maintenant on se complexifie de plus en plus. Il faut distinguer les compétences en fonction des régions, des communautés, mais fort heureusement ici, la transmission à titre onéreux, donc je vends mon activité, je vends mes actions de société, le régime reste fédéral. Alors, contrairement à une idée qui est reçue et qui est fort répandue dans la pratique, les plus-values sur actions sont bien taxables. Et on vous le dit à l'article 99e du Code des impôts sur le revenu, ce sont taxations au titre de revenus divers. On vous dit les revenus divers sont les plus-values sur actions ou parts qui sont réalisées à l'occasion de la cession à titre onéreux de ces actions ou parts. Mais fort heureusement, et c'est ça que les gens retiennent, c'est à l'exclusion des opérations de gestion normale d'un patrimoine privé. Donc ça veut dire que si vous rentrez dans les opérations normales d'un patrimoine privé, vous n'êtes pas soumis à la taxe. Mais le principe reste que normalement, l'administration fiscale pourrait vous dire « je taxe » et c'est à elle de prouver que vous êtes en dehors d'une gestion normale d'un patrimoine privé. Je vous rassure, on verra un exemple pour que vous compreniez bien l'importance. Mais retenez ce principe que c'est bien le principe en principe, je me répète, c'est bien de dire qu'on taxe les plus-values sur actions. Deuxième hypothèse, c'est 99e, mais deuxième tiret, vous avez une participation importante dans une société. Vous détenez directement ou indirectement avec vos enfants, avec votre conjoint, plus de 25% de participation dans la société. Eh bien, si vous vendez vos actions à une société qui n'est pas résidente, un contribuable qui n'est pas résident belge et qui est en dehors de l'espace membre de l'espace économique européen,
eh bien, cette participation importante pourra faire l'objet d'une taxation. Alors attention que l'espace économique européen, je vous rappelle ce que c'est l'Union européenne, plus le Liechtenstein, la Norvège, et je vérifie dans mes notes parce que j'oublie toujours le troisième, c'est... Aurélien, si je peux t'interrompre, on ne voit plus ta présentation, en tout cas à mon niveau. Comment ça se fait ça? Voilà. Vous la voyez? Non. Arrêtez. Ah. Apparemment, tout le monde me dit que je vais la repartager. Ok. C'est bon? Oui, là ça va mieux, là, oui. Parfait. Donc je disais, si vous vendez vos parts, vos actions, pardon, qui représentent plus de 25% de la société que vous aviez détenue en délai de 5 ans, si vous vendez à une société ou à une personne qui est en dehors de l'espace économique européen, bien vous allez faire l'objet d'une taxation. Et l'espace économique européen, j'ai vérifié hier, donc c'est bien l'UE plus le Liechtenstein, l'Islande et la Norvège. Mais il y en a un qui vient de disparaître, c'est le Royaume-Uni. Et donc, c'était surtout les sociétés d'assurance qui avaient fait des sièges sociaux au Royaume-Uni. Bien, vous pourriez tomber dans cette hypothèse de plus-value sur action. Et deuxième hypothèse, étant à Liège, moi je vois que Bierzé prend pas mal d'activités. Liège a développé un accord avec la Chine à ce niveau-là. Il y a de plus en plus de gens, et d'ailleurs j'ai eu un client récemment qui s'est fait contacter par une société chinoise pour se faire acheter. Et donc on lui a dit mollo quand même, parce que vous allez avoir une taxation au titre de plus-value sur action, parce que vous avez plus de 25%. C'est une société dont il détient l'entièreté des parts, et donc une société chinoise était intéressée. Et donc on a mis des garde-fous, on a fait en sorte que, et donc ça va arriver de plus en plus. Alors il y a une clause anti-évasion. Reprenons notre hypothèse que je viens de vous expliquer. J'ai 100% de ma société et je sais qu'un investisseur chinois est intéressé par mon cabinet d'avocat. Bien, je me dis, il y a moyen de faire une belle plus-value et mon activité, imaginons, elle vaut 200 000 €, il me propose 1 million d'euros. Je vais quand même avoir une belle plus-value de 800 000 € et ça quand même être fortement taxé. C'est pas grave, je vais monter un espèce de montage, je vais proposer à Didier qu'il me l'achète à 1 million d'euros. J'aurais mis en contact Didier et l'investisseur chinois. Et comme ça, moi, je ne suis pas taxé au titre de plus-value puisque j'ai vendu à Didier dans les règles. C'est dans le cadre d'une activité, dans le cadre du bon père de famille. Et puis, Didier, lui, il a acheté 1 million, il revend 1 million aux Chinois. Donc voilà, il n'y a personne qui est lésé. L'administration fiscale et l'État et la loi ont dit, là, dans ce cas-là, il y a quand même une clause anti-évasion, on ne va quand même pas exagérer. Et donc, c'est pour ça que vous voyez dans pas mal de conventions, l'idée selon laquelle on interdit de vendre dans l'année à une personne qui est en dehors de l'espace économique européen. Donc ici, si c'est le cas, attendez peut-être plus d'un an. Pourquoi? Parce que si je viens à faire ce montage tel que je vous l'ai décrit, et que je vends à Didier qui vend lui-même dans l'année, donc dans les 11 mois, prenons par exemple, c'est moi qui vais quand même, in fine, être taxé, donc avec une de graves conséquences à ce niveau-là. Disons que l'objectif qui aurait été réalisé n'aurait pas été franchement très intéressant. Alors, comment est-ce qu'on est taxé? Évidemment, la plus-value, comment elle se calcule, ça, je ne veux pas vous apprendre grand-chose, c'est le prix de vente, moins le prix d'achat. Donc, c'est le prix de vente auquel vous vendez, moins le prix d'investissement. Donc, généralement, quand il y a encore 2 ans où on avait un capital, c'était le capital investi. Alors, comment est-ce qu'on est taxé? Au taux de 33% lorsqu'on est dans l'hypothèse d'une opération qui ne rentre pas dans le cadre normal d'une gestion normale de patrimoine. Et dans l'autre hypothèse, on est taxé à du 16,5. Donc ça, c'est la participation importante. Alors, je vous ai pris un exemple qui se trouve dans le commentaire administratif.
Vous voyez qu'en fait, ce sont deux frères qui vendent leur participation d'une société dans laquelle leur papa avait investi. Et vous voyez qu'ils vendent avec une plus-value. Je vous ai mis un peu le calcul de la plus-value. Et donc, pour ceux qui me demanderont le slide, je me ferai un plaisir, vous pourrez analyser ce chiffre. Alors, à côté de ces deux opérations, à côté de ces deux principes, il y a l'article 90 premièrement. Et ça, c'est une disposition qui s'applique à toute opération fiscale, c'est la plus-value spéculative. C'est l'opération spéculative. Très honnêtement, c'est quand l'administration fiscale trouve que c'est bizarre, mais qu'elle n'a absolument pas de base légale, elle va souvent vous dire, oui, mais c'est une opération spéculative. On rencontre souvent cette hypothèse dans tout ce qui est achat-vente très rapide. Imaginons que vous fassiez un achat d'actions et que vous revendiez avec une énorme plus-value, bien on pourrait tomber dans le cadre de 90 premièrement. Mais ici aussi, c'est à l'administration fiscale qui a la charge de la preuve. Et là, le taux de taxation est un taux de 33%. Alors l'administration fiscale a déjà utilisé cette 90 premièrement, et je vous ai mis dans les slides un exemple du tribunal de première instance d'Anvers du 23 février 2011. Il y en a bien d'autres, mais je trouve que celui-là est assez illustratif. Alors, en fait, c'était deux personnes âgées qui avaient décidé, qui n'avaient pas d'héritier, qui avaient décidé de vendre leur magasin à une grande chaîne de distribution. Et visiblement, ils ont fait une belle plus-value, et tant mieux pour eux, puisque c'était un travail de toute une vie, et donc ça avait effectivement rapporté pas mal d'argent. Et l'administration fiscale avait dit, non, c'est une plus-value qui est spéculative, et je taxe 90 sur le pied de l'article 90 premièrement du Code des impôts sur le revenu. Donc voilà, prenons par exemple l'exemple de tout à l'heure, vous faites une plus-value de 800 000 € et vous êtes taxé à du 33%. Ça veut dire qu'un tiers de vos 800 000 € partent à l'administration fiscale. C'est quand même beaucoup. Et donc là, évidemment, les contribuables ont contesté, on peut le comprendre, et le tribunal va dire deux choses très intéressantes. Il va dire, d'une part, ce que je vais taxer, si je vous suis, l'administration fiscale, c'est pas toute la plus-value. Donc c'est pas les 800 000 €. Vous allez me dire, vous, administration fiscale, quel serait le montant de la plus-value anormale. Et donc, imaginons que l'administration fiscale dise, moi j'aurais vendu pour 600 000 €, eh bien le delta est de 400 000 €, eh bien seuls les 400 000 € peuvent être taxés au taux de 33%. C'est déjà une nuance très importante. Et puis, deuxième hypothèse, elle va dire, oui, mais ici, en fonction des éléments dont vous me faites part, chacune des parties, moi je ne trouve pas qu'il y ait une plus-value anormale. Vous avez deux personnes qui ont travaillé toute leur vie, ils ont atteint l'âge de la retraite, ils n'ont pas d'enfants, il n'y a personne qui veut reprendre leur activité, il n'y avait qu'une chaîne de grands magasins, ils me déposent un dossier suffisamment complet, je ne vois pas la raison pour laquelle je devrais taxer une plus-value spéculative. Donc voilà nos deux braves personnes qui ont travaillé toute leur vie, qui vont être un peu soulagées. Donc ça, c'était pour la cession des parts de société. Donc, souvenez-vous, on avait vu deux hypothèses. Monsieur est propriétaire d'une société de peinture et il vend ses parts. Maintenant, l'hypothèse de monsieur exerce et peintre et il veut mettre fin à ses activités et donc il va remettre son activité de peintre. Alors les slides sont très très complets et donc je vous propose d'aller directement au slide, au résumé que j'en ai fait. Et donc vous devez distinguer deux hypothèses. Je vais prendre la colonne à l'extrême droite, c'est la cessation volontaire. Donc monsieur volontairement met fin à son activité. Et vous avez cette hypothèse qu'on rencontre assez régulièrement, c'est quand une personne physique passe en société. Notaire, avocat, médecin, dentiste, etc., architecte. Eh bien, il va vendre accessoirement sa clientèle de lui, personne physique, à lui, société. Eh bien, sur cette rémunération un peu fictive, il va être taxé à du 33%. Donc ici, notre immobilisation incorporelle, c'est plutôt de la clientèle. Donc notre peintre vend sa clientèle à un autre peintre, eh bien, il va être taxé sur cette immobilisation corporelle à 33%. Alors, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais il y a un calcul à effectuer. Vous devez être en dessous de la moyenne des 4 dernières années de vos bénéfices.
Si vous êtes au-delà de cette somme, donc imaginons que la clientèle vaut 100 000 euros, elle est évaluée par un réviseur d'entreprise, elle vaut 100 000 euros, il va payer 33 000 euros d'impôts. Mais imaginons qu'il veut être plus gourmand, il vend à 150 000 euros, eh bien les 100 000 vont être taxés au taux de 33 000 euros, mais tout ce qui est au-delà de 100 000 euros, qui est l'évaluation qui a été faite par le réviseur d'entreprise, eh bien ça va être un taux progressif. Et donc, on est au-delà des 50%, donc ça veut dire qu'il aura payé sur la première tranche 33 000, et sur la seconde tranche, il va payer plus ou moins 25 000 euros, et vous ajoutez les additionnels communaux. Et puis vous avez les immobilisations corporelles et financières, ça c'est tout ce qui est le compte en banque, le matériel d'investissement, et puis vous avez le stock et les créances, où là c'est un taux progressif par tranche. Il récupère après la cession de son activité des arriérés, donc des factures qui n'avaient pas été payées, eh bien il sera taxé au taux moyen de la dernière année d'activité. C'est normal. Si par contre, donc ça c'est dans l'hypothèse, les 3/4 des hypothèses. Si par contre il a plus de 60 ans, et je viendrai après sur la cessation forcée, il a plus de 60 ans, vous voyez que les taux sont nettement inférieurs. On n'est plus à du 33%, on est à du 10% pour les immobilisations incorporelles, donc la clientèle, en dessous du plafond. Immobilisation corporelle et financière, on a du 10% et les autres créances à 10%. Je vous avoue très honnêtement que je me suis posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y avait ce pivot de 60. Et très honnêtement, je ne le comprends pas. Pourquoi est-ce que dans un cas à plus de 60 ans, on est à plus de 10%, on est à 10% et dans les autres hypothèses, on est à 33%. Je vous avoue que je ne sais pas. Je me demande s'il n'y aurait pas une éventuelle discrimination. C'est pas facile pour une dame. À l'avenir. Par contre, il y a une hypothèse tout à fait particulière et je vais essayer de coller à l'actualité, c'est dans l'hypothèse d'une cessation forcée. Vous êtes obligé d'arrêter votre activité. Et je vais reprendre la définition que la loi en donne. Par cessation définitive forcée ou par acte forcé, on entend la cessation définitive ou l'acte qui est la conséquence d'un sinistre, d'une expropriation, d'une réquisition en propriété ou d'un tout autre événement analogue. Alors, et on vise l'hypothèse d'un handicap. Alors très honnêtement, vous allez me demander, quid du Covid? En fait, la doctrine, mais je ne suis pas convaincu par cette hypothèse-là, dit ce n'est pas un cas de force majeure. Très honnêtement, j'avoue que je ne partage pas l'avis. Je trouve que c'est un événement imprévisible et insurmontable, surtout une pandémie mondiale. Donc je trouve que le cas de cessation forcée devrait également comprendre le cas de Covid. Maintenant, ce n'est que mon humble interprétation et il faudra voir comment la jurisprudence évolue sur cette question. Et je n'en sais rien. Alors l'hypothèse aussi, vous pouvez céder votre activité, donc mon peintre a trouvé ses enfants, il y a un des enfants qui veut reprendre son activité, eh bien on peut tomber dans, on écarte toutes ces hypothèses-là de taxation à 10%, etc., si le fils reprend l'activité, et donc là il n'y aura pas de taxation. Idem si vous faites apport de ces biens-là à une société, mais je vous avoue très honnêtement que je ne vois pas l'intérêt, sinon la personne ne gagne pas sa vie et ne se crée pas une rémunération alternative qui n'a pas l'objectif poursuivi. Et je vous ai quand même mis dans le slide les hypothèses qui sont rencontrées. Alors au niveau du code de la TVA, normalement, ça peut se faire si on est bien dans le cadre d'une branche d'activité. Il faut évidemment pas que vous vendiez un seul bien et vous disiez ouais, ça c'est une branche d'activité, ça c'est pas possible. Mais si vous vendez bien toute votre activité, donc notre peintre vend toute son activité avec ses clients, ses pots de peinture, ses pinceaux, et bien là c'est suffisamment considéré comme étant une branche d'activité, de sorte que ça peut se faire sous exonération TVA. Alors ça c'était pour l'aspect je décide de vendre. Maintenant, il va décider de donner son activité. C'est possible, c'est tout à fait possible. Alors, les donations, l'avantage qu'on avait avant, c'était que c'était uniquement fédéral et donc il y avait qu'un texte de loi à aller voir. Les donations, il faut aller voir 3 textes de loi. Et
il est pas difficile de changer de région très rapidement. En moins de 100 km, je pense qu'on peut se retrouver dans on peut migrer dans une autre région. Et donc, c'est l'article 5 de la loi spéciale du 16 janvier 89, où on vous dit, les droits qui vont s'appliquer, c'est la région dans laquelle le donateur, celui qui va donner, a son domicile fiscal. Si vous avez fait un peu de forum shopping au niveau des régions, on va vous dire, attention, on va regarder dans quelle région vous avez eu le plus longtemps votre domicile fiscal pendant les 5 ans qui précèdent la donation. Alors, les droits de donation, et c'est important de le savoir, aux immeubles, là je ne parle uniquement de la région wallonne, ils sont quand même assez élevés. Donc, je vous ai mis un peu, mais ici, vous faites une donation à votre époux, à vos cohabitants légaux, à vos enfants, vous êtes déjà à des montants assez importants. Je vous ai mis pour les extérieurs également 95 000 € à ce niveau-là. Et en région, si vous donnez votre argent, vous pouvez, effectivement, si vous faites un enregistrement, vous allez donner et vous faites une donation enregistrée, vous pouvez payer uniquement 3,3% et 5,5%. Ce qui est important, c'est que par exemple, vous donnez 100 000 €, ces 100 000 €, vous allez les faire enregistrer, en tout cas c'est ce que je conseille, vous allez payer 3 300 €. Pourquoi? Parce que si vous venez, vous les avez donnés à vos enfants, vous venez à vous casser votre jambe ou à avoir un accident ou quoi que ce soit, il y a des complications et vous venez à décéder, malheureusement, la donation que vous leur avez faite, et si on est toujours dans le délai de 3 ans, va être réintégrée purement et simplement dans votre actif successoral. Et donc, à ce moment-là, c'est plus 3,3% qu'on va appliquer, c'est de 3 à 30%. Donc, finalement, pour un petit papier et quelques heures d'attente à l'administration fiscale, vous auriez payé en tout cas, le donataire, donc le bénéficiaire, va payer que 3 300 €. Vous allez vous retrouver avec une facture, en tout cas, lui va se retrouver avec une facture qui pourrait s'élever à 30 000 €. Donc, c'est peut-être intéressant d'aller faire simplement, perdre ton temps à l'administration fiscale, de payer 3 300 €. Et vous voyez que 5,5% pour les extérieurs. Alors, en région de Bruxelles, capitale, et en région flamande, les taux sont de 3% pour les donations en ligne directe et 7% pour les autres personnes. Donc, ça veut dire ici que pour les deux hypothèses que l'on a vues, vous pourriez, si la société ou l'entreprise comprend des immeubles, vous voyez quels sont les droits de donation qui peuvent s'appliquer. Et s'il y a un compte bancaire que vous voulez donner, vous voyez les montants qui peuvent s'appliquer. Alors, régime tout à fait spécifique et qui est bien méconnu des notaires, des comptables, c'est le mécanisme de la donation d'entreprise. Ce mécanisme se retrouve dans les 3 régions. Et dans les 3 régions, c'est un taux zéro. Donc ça veut dire que vous pouvez donner votre activité et vous faites fi de tout ce que je viens de vous exposer concernant les droits de donation. Donc il y aurait 0 € pour un immeuble, il y aurait 0 € pour les comptes bancaires. Donc c'est très intéressant. Et ça vaut pour notre peintre en société ou notre peintre qui exerce son activité professionnelle lui-même. Et il peut donner ça à n'importe qui. Ce n'est pas obligatoirement dans la famille. Ça doit, pour la donation d'entreprise, ça doit se faire par acte authentique. Mais il faut bien vous rendre compte que les notaires méconnaissent ou alors oublient certaines choses, et je reviendrai sur certains détails tout à l'heure. Mais donc vous pouvez effectivement donner votre entreprise individuelle ou la société, et on verra les conditions du taux zéro. Alors, vous pouvez donner votre entreprise individuelle, mais vous ne pouvez pas donner votre habitation. Évidemment, on ne veut pas faire détourner les droits d'enregistrement à cet égard. Donc, si notre peintre veut donner sa maison d'habitation, mais là, il y aura des droits d'enregistrement qui seront rendus. C'est logique. Si par contre c'est son entrepôt, eh bien, il pourra alors effectivement bénéficier du taux zéro de droits d'enregistrement. Donc, juste cette petite nuance. Vous êtes sous forme de société, vous pouvez effectivement donner les titres, les actions de la société, mais attention, chose très importante, il faut que la société ait une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, ou une profession libérale, ou une charge, ou un office. Donc, on le verra tout à l'heure pour les successions, mais j'anticipe déjà,
le médecin qui veut donner son activité, eh bien, ça peut jouer. Le pharmacien qui veut donner son activité à ses enfants, on rencontre cette hypothèse-là. Par contre, hypothèse qui ne conviendra pas, qui ne pourra pas jouer, c'est l'hypothèse où vous avez une société purement immobilière. Et là, ça ne jouera pas parce qu'on considère qu'on n'est pas dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole, etc., etc. Parce que là, c'est de l'immobilier. Donc, ça ne vaut pas. On verra tout à l'heure, on envisagera le cadre d'une consolidation fiscale. Vous avez des créances, vous pouvez également les donner. Alors, les titres, voilà, c'est la définition assez classique de toutes les actions, obligations, etc., etc. Les certificats, ça c'est très honnêtement, je l'ai recopié de la loi, donc voilà, mais on vise tous les titres que vous pourriez avoir. Alors les créances, ben, c'est son tout prêt d'argent. Ce qui est quand même étonnant, c'est que vous pouvez donner simplement des créances que la société a, mais on ne peut pas donner évidemment les créances lorsque des sociétés sous-capitalisées. Je m'explique. Donc vous avez des sociétés qui ont un capital, et maintenant ça va peut-être de plus en plus arriver, vous avez des sociétés qui ont dont on ne doit plus investir du capital. Et donc du coup, qui se disent on va recourir à l'emprunt. Mais si par contre, on rend compte qu'il n'y a que de l'emprunt, ben, évidemment, ça ne peut pas jouer, on ne peut pas bénéficier du taux d'enregistrement zéro. C'est simplement, on veut éviter les sociétés sous-capitalisées à ce niveau-là. Alors, condition d'octroi du taux zéro. Il faut que, c'est pas compliqué, mais c'est vrai que c'est chronophage comme mécanisme et il faut que votre dossier soit bien monté. Il faut quoi? Quelles sont les conditions? Mais il faut que vous ayez du personnel engagé sous contrat de travail à la date authentique de la donation. Rassurez-vous, si vous n'avez pas de personnel, il faut que vous soyez bien payé par la société. Donc, vous exploitez vous-même la société ou le travail. Alors, il y a une petite nuance dans ce slide-là, très importante, je devrais le souligner, et sont affiliés auprès d'une caisse d'assurance sociale. Il m'est arrivé dans un cas que de perdre l'octroi du taux zéro, tout simplement parce que les gens sont venus après, et en fait, le papa était à ce moment-là affilié à une caisse d'assurance sociale, il avait donné son entreprise, il avait dit, bon, écoutez, moi j'arrête, donc on l'avait enlevé de la caisse d'assurance sociale, on peut comprendre le raisonnement, et sauf que l'administration fiscale, en tout cas la région wallonne, a dit, monsieur, il était là à l'entrée, mais monsieur, il n'est plus là à la sortie, il n'est plus soumis à la caisse d'assurance sociale. Donc on a dû discuter longuement, etc., effectivement, avec l'administration fiscale wallonne, qui a finalement accepté. Mais en tout cas, il ne faut pas considérer que c'est un précédent. Mais en tout cas, ici, c'est peut-être intéressant de dire, OK, on va le laisser dans la société, il paye des cotisations d'assurance sociale, mais vraiment 340 et des euros pour être sûr qu'on ne perd pas le bénéfice du taux zéro. Alors, si vous donnez des titres, il faut que vous donniez au moins 10%, et si vous donnez moins de 50%, il faut avoir un pacte d'actionnaires, ce qui est normal pour être sûr que la direction de la société ne change pas durant la période de 5 ans. Et si on est dans une société familiale, il faut qu'au moins la donation porte sur 50% des parts. Alors, il faut avoir une attestation, et c'est là que je dis que parfois ça peut relever de la maison qui rend fou, si vous vous souvenez de Astérix et Obélix dans les 12 travaux, c'est obtenir l'attestation délivrée par le gouvernement de la région wallonne. Il n'y a que 5 personnes à la région wallonne. Alors, elles sont très, très gentilles, très braves, mais elles sont complètement débordées. Et donc, du coup, il faut vous armer de patience. Donc, il faut préparer ça longtemps à l'avance parce que pour obtenir votre attestation, parfois ça prend du temps. Et d'autant plus que si votre dossier n'est pas bien monté ou s'il manque un document, vous n'avez pas cette attestation. Et donc, il faut que l'attestation soit là pour lorsqu'on fera l'acte authentique chez le notaire. Et si vous n'avez pas fait le nécessaire, on va calculer les droits de donation au taux dont je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc ça, c'était pour bénéficier du taux zéro. Pour aller jusqu'au bout
et ne pouvoir toujours bénéficier du taux zéro, il faut que l'activité soit poursuivie pendant un délai de 5 ans et que vous ayez maintenu l'emploi pendant de au moins 75%. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner avec Covid, mais j'ai peur que certaines sociétés qui pouvaient en bénéficier, malheureusement, j'espère que l'administration fiscale wallonne fera preuve d'assouplissement, parce qu'effectivement, si vous devez maintenir l'emploi à concurrence de 75% pendant une durée de 5 ans, ça peut, avec cette année complète, ça peut être difficile. Évidemment, vous ne devez pas, après avoir fait la donation, sortir tout l'immeuble, vider la société, puisque sinon, on vous dit, il faudrait quand même que vous laissiez dans la société, qu'elle ait une activité, que vous n'enleviez pas, par exemple, vous ne fassiez pas une distribution de dividendes suffisamment élevée ou en remboursement de capital pour vider toute la substance de la société. Les continuateurs doivent répondre à toutes les demandes des agents. Je vous assure qu'ils ne vous demanderont jamais rien, même si la possibilité est là, mais ils ne vous demanderont pas parce qu'ils sont débordés. Évidemment, vous ne pouvez pas transformer votre hangar, dont je vous ai parlé tout à l'heure, en habitation. Ça, c'est bien logique, puisque si à l'entrée, on n'autorise pas une habitation, on ne peut pas l'autoriser à la sortie. Et alors, à l'issue de la période de 5 ans, vous devez avoir une déclaration signée. Attention qu'il n'y a pas de rappel du délai de 5 ans. Je m'explique. Vous avez fait votre donation en 2013. Je viens d'avoir un cas tout à fait récemment. Et c'est là que je dis que les notaires ne maîtrisent pas toujours cette hypothèse, parce que je pense que la responsabilité du notaire est engagée. En partie. Et donc, il y a une donation qui est faite au mois de juin 2013, à l'issue de la période de 5 ans, donc on est en juin 2018, vous devez, dans les 6 mois, mais il n'y a pas de rappel, l'administration fiscale ne vous fera aucun rappel. Vous devez envoyer votre demande originaire et vous devez dire, voilà, j'ai bien respecté toutes les conditions, voilà le formulaire, voilà tous les documents, les cotisations sociales, les documents que la société a bien payé des impôts, qu'on n'a pas vidé la substance, etc., etc. Donc vous devez remplir un dossier assez complet. Et donc, mais vous devez le faire dans les 6 mois. Et si, à l'issue de la période de 6 mois, il n'y a pas, je redis, il n'y a pas de rappel de la région wallonne, ni des autres régions, vous n'avez pas fait, vous avez perdu votre bénéfice du taux zéro. Donc, attention, bien faire le nécessaire pour rendre les documents dans les délais. Et le noter surtout à votre agenda. Pourquoi ? Parce que si vous ne faites pas le nécessaire, on va recalculer les droits d'enregistrement en 2013. Alors jusque-là, vous allez me dire, oui, si ça se trouve, on l'a peut-être budgétisé. Oui, d'accord, ok, mais il y a peut-être quelque chose dont vous avez oublié, c'est les intérêts. Et les intérêts en matière fiscale, surtout en matière de donation et de succession, c'est pas les taux comme en matière d'IPP, où on vient de réduire il y a 2 ans de 4 et de 2%, c'est toujours resté à du 7%. Donc vous pouvez avoir une entreprise qui a une grosse valeur pour laquelle vous aviez fait tout le nécessaire, mais que vous avez omis de remplir le document en temps et en heure, et vous voilà avec des droits de donation à devoir payer, augmentés d'un intérêt de 7%. Alors là, vous allez râler. Vous allez râler. Alors, 2 exceptions. Soit vous êtes dans un cas de force majeure. Je vais juste revenir où vous payez anticipativement les droits dus. Cas de force majeure, ça m'ennuie un peu. Pourquoi ? Parce que la force majeure, si vous contestez et que vous avez raté un délai pour X ou Y, et que l'administration fiscale vous dit, voilà, je vous applique les droits de donation dus et j'applique les intérêts, vous dites, non, moi je suis en force majeure, c'est en fait l'administration fiscale wallonne qui va être jugée partie. Et en fait, ce sont toutes les administrations qui vont être jugées partie. Moi, ça m'ennuie un peu, cette hypothèse-là. Alors vous allez me dire, oui, j'ai un recours devant le tribunal, certes, mais vous aurez quand même perdu du temps à discuter pendant un bout de temps parce que vous êtes obligé de le faire, vous devez discuter avec le fonctionnaire de l'administration qui va décider si oui ou non on est dans une hypothèse de force majeure. Et comme c'est une exception en droit, on interprète strictement les exceptions. J'ai rarement vu un fonctionnaire admettre l'hypothèse de force majeure. Les 2 cas de force majeure que j'ai eus, c'est un incendie et de la mérule. Et de la mérule dans toute la maison, pas de la mérule dans un seul partie de la maison. Alors, cas particulier de société de management, holding et société patrimoniale. Une société de management,
en principe, elle peut bénéficier des conditions d'octroi du taux zéro, du maintien du taux zéro. Évidemment, il faut qu'elle ait une réelle activité. Si c'est une société patrimoniale, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas vraiment une société activité industrielle, commerciale, artisanale, et bien, donc, dans cette hypothèse-là, on ne peut pas bénéficier du taux zéro. Alors, les sociétés holding, ça c'est très intéressant, je trouve, c'est vous avez une société mère et puis vous avez 4 sociétés, et dans cette hypothèse-là, on va consolider toutes les sociétés. Et donc, vous pourriez donner effectivement les parts les actions, de la société holding, et alors même que pourrait peut-être être une société purement patrimoniale, mais par contre, il y a une société fille, et peut-être que la société fille dégage tous les bénéfices de la holding, eh bien, on pourrait bénéficier dans cette hypothèse-là des droits de donation au taux zéro, alors même que la société mère n'a pas une activité propre. Bien, dans cette hypothèse-là, l'administration fiscale accepte que l'on consolide fiscalement cette structure de société, ce qui est quand même fortement intéressant. Oui, ça c'est ce que je viens de vous dire. Voilà. Alors la Bruxelles Capital, c'est effectivement plus ou moins le même régime. C'est exemption des droits de donation, avec la différence que l'activité, et ça je trouve que c'est pas plus mal, le délai n'est pas de 5 ans, mais 3 ans. Sinon, les autres conditions sont essentiellement les mêmes. Et la région flamande, ce sont exactement les mêmes. Pour la boutade, j'avais rencontré un jour un économiste à Bruxelles qui me disait, vous savez, nous, ce qu'on fait, on regarde ce que font les Flamands, on regarde ce que font les Wallons, et finalement, on fait tout le contraire des Wallons pour être sûr que ça fonctionne. Je trouve que c'est pas mal résumé, surtout dans cette matière-là. Mais donc ici, effectivement, le régime bruxellois est un copier-coller du régime flamand. Idem pour les droits de succession. Alors les successions, je ne vais pas revenir sur le régime de la transmission par voie successorale de la société et de l'entreprise, parce que c'est exactement la même chose qu'en matière de donation. Je vais simplement me concentrer sur 2-3 petites choses. Évidemment, la succession, là aussi, ce sont les régions qui sont compétentes. Et quelle est la région qui va être compétente? Là où le défunt avait son domicile fiscal. Le défunt a fait du forum shopping 5 ans précédant son décès, c'est l'endroit où il avait son domicile fiscal pendant le plus long temps. Alors, la région wallonne, et ça, c'est là, il faut le reconnaître, c'est là que les droits de succession sont les plus élevés, même si Bruxelles est quand même assez proche de la région wallonne. Vous voyez que dans l'hypothèse d'un décès, et je l'ai eu en niveau familial, puisque mon beau-père est décédé, il était médecin à ce niveau-là, donc ce sont 2 de ses enfants qui ont récupéré la transmission de la société. Mais si on n'avait pas pu bénéficier de ce régime-là, eh bien, vous voyez le montant des droits de succession qui aura été appliqués à ce niveau-là. Donc ça, c'est quand même assez élevé. Alors, petite différence, je sors un peu du cadre de la conférence. Vous voyez ici au niveau wallon, on parle des époux et cohabitants légaux. Cohabitants légaux, je vous rappelle, ce que c'était pour quand on était en 1998, on parlait du mariage homosexuel et qu'on avait trouvé une demi-mesure, c'était la cohabitation légale entre personnes du même sexe. Et puis, nous, la région wallonne et la région bruxelloise, on s'en est arrêté là-bas. Eh bien, je trouve que la mesure flamande est tout à fait favorable, c'est de dire que maintenant, ils assimilent les mariés, les cohabitants légaux aux cohabitants de fait qui vivent ensemble depuis 1 an. Donc il faut attendre qu'effectivement, à dater du jour où le policier est venu, vous attendez 1 an et vous êtes assimilé à des cohabitants légaux. Mais ce qui a une importance fondamentale d'un point de vue des droits de succession, parce qu'à partir de ce moment-là, vous n'êtes plus entre tout autre étranger, mais vous êtes entre héritiers en ligne directe. Alors pour la matière de la transmission d'une société, ce délai de 3 ans, délai de 1 an en Flandre est augmenté à 3 ans. Il est normal qu'effectivement, dans ce cadre-là, on se dit, OK, on veut bien bénéficier d'une transmission d'entreprise à un taux favorable, mais il faut vraiment qu'il y ait une vraie cohabitation à ce niveau.
Vous voyez que les droits de succession, en région wallonne, peuvent, en fonction des personnes, entre frères et sœurs, entre oncles et neveux et en toute autre personne, on augmente les montants. Mais alors, par contre, je vais attirer votre attention. Vous voyez ici le 90%. Alors, 90%, c'était du temps où on avait encore papa et nos grands accords. C'est Michel Dardenne avait mis sur pied ce taux d'imposition de 90%. Alors, vous allez me dire, mais oui, mais ça a été supprimé ce taux-là. Pas tout à fait, parce qu'effectivement, il y a eu un recours à la Cour constitutionnelle qui s'appelait alors Cour d'arbitrage, et elle a dit effectivement, le taux, je ne vais pas dire les trois petits mots, est effectivement prohibitif, et je n'admets pas ce taux. Mais ce taux est resté donc. Et en fait, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, c'est le taux de 90% n'est pas exagéré. Elle a dit, quand je calcule le taux moyen, effectivement, on arrive à plus sur 100 000 euros, on arrivait à des 62%. Et là, ça, c'est prohibitif. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, ce taux de 90% n'a pas disparu du code, parce que si un jour, la région wallonne décidait de changer cette ligne-ci et disait, au-delà de 1 750 000 euros, j'applique un taux de 90%, eh bien, il n'est pas exclu que la Cour constitutionnelle dirait, OK, je valide le taux. Donc attention, il y a toujours cette épée de Damoclès pour tous les Wallons qui existe du taux de 90%. Fort heureusement, on ne retrouve pas dans les autres régions. Et alors, hypothèse aussi, on peut avoir un droit de succession de 0% au lieu du taux progressif par tranche. Même je vous ai vu, tantôt on distinguait encore en matière de donation les biens immeubles et les biens meubles avec une donation enregistrée. Ici, on ne distinguera plus. Donc on va faire une addition de vos immeubles et de vos meubles, donc de vos argents, et on va appliquer le taux à ce niveau-là. Ici, pour les transmissions d'entreprise, société, personne physique, eh bien on va pouvoir bénéficier du taux 0, avec, même s'il n'y a pas de lien de parenté. C'est quand même fortement intéressant à ce niveau-là. Les conditions sont essentiellement, sont pas essentiellement, sont identiques. Alors, la différence, voilà, les sanctions, c'est effectivement les droits ordinaires qui sont dus, les intérêts légaux. Fort heureusement, il n'y a pas d'amende, ouf, mais il n'y a pas de sanction dans le cas de force majeure, où vous vous rendez compte que vous n'allez jamais pouvoir respecter les conditions, vous payez les droits de succession. Mais si vous êtes sans lien de parenté et que vous devez payer 80% de droits de succession, ça va être dur. Alors la différence surtout avec la région flamande, et la région de Bruxelles-Capitale, parce que ce sont exactement les mêmes conditions, c'est là par contre, le droit de succession n'est pas de 0, mais de 3% pour les personnes en ligne directe. Je vous ai expliqué que ça visait la personne mariée, le cohabitant légal, le cohabitant de fait depuis 3 ans et les enfants, et 7% pour une autre personne. Et alors, par contre, pour la région de Bruxelles-Capitale, c'est exactement la même chose, avec la différence que le cohabitant de fait ne peut pas être visé, mais c'est de 3 à 7%. Donc, d'un point de vue des droits de succession, on va dire pour une fois cocorico à la région wallonne, puisque dans cette hypothèse-là, il n'y a pas de droits de succession qui sont appliqués. Alors, conclusion. La conclusion, elle est un peu variable, un peu en fonction de ce que vous souhaitez, de ce que vous avez envie de faire, ou même prendre en considération vos enfants. Pourquoi? Parce que si vos enfants ne font pas du tout, n'ont pas du tout envie de travailler dans votre secteur d'activité, ça ne sert à rien de faire une donation ou une succession. Vendez votre activité, vendez vos sociétés, c'est beaucoup plus intéressant. Si par contre on a un enfant qui est intéressé par reprendre l'activité, il faudra encore se poser la question de savoir est-ce que je ne prive pas mon autre enfant de sa réserve héréditaire. Et maintenant, la réserve héréditaire ne se calcule plus de la même manière qu'avant 2018. Maintenant, la moitié de votre patrimoine, c'est votre quotité disponible. Vous en faites ce que vous voulez, peu importe le nombre d'enfants. Mais donc ici, l'autre enfant qui serait privé, il ne faudrait quand même pas exagérer non plus. Donc du coup, il y a encore cette autre discussion à ce niveau-là à avoir. Et puis alors, la dernière hypothèse, c'est le droit de succession. Ça, malheureusement, vous n'avez pas prévu de mourir. En tout cas, je ne vous le souhaite pas.
mais donc il y a quand même moyen de faire quelque chose et de voir si des héritiers ne pourront pas prendre le relais. Attention que petite nuance, c'est que dans le cadre d'une succession, vous n'êtes plus là, mais il ne faut pas tarder parce qu'en fait, si vous êtes, comme c'est le cas, résident belge, votre déclaration de succession doit être faite dans le délai de 4 mois. Donc c'est la raison pour laquelle en fait la région wallonne ne répond plus aux donations d'entreprise parce qu'en fait il faut qu'ils réagissent par rapport aux droits de succession dans un délai rapide à ce niveau-là, puisque effectivement tout le dossier doit être bouclé dans les 4 mois sous peine effectivement de voir des amendes appliquées. Et puis alors il y a encore une dimension qui n'a plus rien à voir avec les droits, la taxation, les droits de donation, les droits de succession, c'est au niveau du code des sociétés. Vous pouvez dorénavant faire un peu tout ce qu'on veut dans les statuts de société, donc il y a encore cette dimension-là à intégrer à ce niveau. Donc vous voyez que le monde du droit est assez complexe et j'espère avoir répondu à vos attentes et je suis bien entendu disponible pour vos questions. Je vous remercie. Merci Aurélien pour cette belle présentation. On peut vous applaudir. Merci. J'ai une petite question, mais c'était plutôt d'ordre, je dirais, technique. Si on a au sein de sa société une fondation, quand on cède son entreprise, est-ce qu'on peut garder la fondation? Et au niveau des transferts financiers du cash, que se passe-t-il? Est-ce qu'il vaut mieux mettre le cash un max dans sa fondation et vendre sa société ou l'inverse? Voilà. Oula, oui, c'est complexe. c'est complexe. Donc la société est administrateur de la fondation, si je comprends bien. Tout à fait, oui. Ouais, et donc la société, et on vendrait le problème, c'est que si on vend les parts d'une société, la société reste administratrice de la fondation. Donc, du coup, derrière la société, c'est une autre personne physique ou une autre société. Mais donc, ça ne change pas grand-chose à ce niveau-là. Par contre, la fondation, effectivement, il y a pas mal de choses à faire. Mais très honnêtement, je distinguerais la fondation et la société. Je ne les mettrai pas au même niveau parce que la fondation a différents objectifs à poursuivre. Tandis qu'une société ne poursuit pas forcément le même objectif. Poursuit un objectif commercial, tandis que la fondation, c'est les fondations d'utilité publique et d'utilité privée. Par contre, ce que je ferais alors, c'est peut-être de ne plus désigner, enfin, que la société ne soit plus administratrice de la fondation, de désigner un autre administrateur, et alors de céder l'activité de la société de manière normale. Voilà. Okay. Mais après, pourquoi, comme ça, sans avoir vu les documents, c'est pas... Non, c'est pas évident, je comprends fort bien. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Maître Bortolotti? Il y a main donc levée, si vous souhaitez poser vos questions, n'hésitez pas. Apparemment, tout a l'air très clair. Donc, au niveau des conseils, éventuellement, donc, quand on est seul dans sa société, ce qui est la majorité des cas en Belgique pour pas mal d'entre nous, quels seraient les conseils à donner en termes de session? Est-ce qu'il faut se préparer bien à l'avance, comme on l'a déjà vu dans l'exposé, 3 à 5 ans à l'avance, ou bien est-ce qu'il faut demander un conseil au préalable auprès d'un avocat ou d'un notaire? Comment ça se passe en général? Ça dépend du secteur d'activité. Maintenant, si c'est une activité qui ça fait longtemps, moi très honnêtement, ce que je conseille à mes clients, c'est quand ils ont une cinquantaine d'années, de se poser, de faire un premier bilan et de voir ce qu'ils veulent pour l'avenir. Pourquoi 50 ans? Parce que généralement, le crédit privé, le crédit professionnel sont remboursés et on envisage déjà un nouvel investissement. Les enfants sont grands, on sait plus ou moins, ils ont une vingtaine d'années, on voit ce qu'ils font comme études, on voit ce qu'ils veulent faire et s'ils veulent reprendre l'activité. Et donc c'est peut-être l'occasion aussi vers 50 ans de commencer à céder une partie de ces actions. Pas toutes, je rassure, peut-être 10, 20, 30, 40% maximum. Et puis de refaire le point, si tout va bien, si vous êtes toujours en bonne santé, si vous n'avez pas eu de pépins physiques, de vers 60 ans, là, de vraiment, on sait plus ou moins vers quoi on va aller, et à ce moment-là, de commencer à vraiment céder son activité à ce niveau-là.
Maintenant, oui, on peut déjà donner des conseils maintenant pour certaines personnes, mais il y a aussi la dimension, quand on a des enfants, il y a une dimension à prendre en considération qui est de ne pas priver ses enfants au-delà de ce que l'on peut. Voilà. Ok, merci pour l'information. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Aurélien? Apparemment, c'était très 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 clair, donc il n'y a pas de questions supplémentaires. Donc, si jamais vous souhaitez obtenir la présentation, il suffit d'envoyer un mail soit à Aurélien, soit à moi-même, et on vous enverra celle-ci avec grand plaisir. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas non plus à nous les poser. Et on retrouvera donc Maître Bortolotti également dans les Coffee Mag de mars prochain. Donc, on va poursuivre l'aventure ensemble et vous tenir évidemment au courant de ce sujet qui est très important pour nous, chefs d'entreprise, et pour les différentes personnes qui sont concernées dans d'autres domaines fiscaux au niveau donc de ces mêmes sociétés. Donc, un tout grand merci alors à vous tous. Je vous remercie pour votre attention. Celle-ci a été filmée et enregistrée par Arcane 3. Pierre Moquel, donc, qui est membre Ecofin aussi, et donc elle sera disponible sur YouTube dans les prochains jours et on vous tiendra bien évidemment au courant de cet enregistrement. Voilà, un tout grand merci à vous tous, à très bientôt. Encore un tout grand merci, Maître Aurélien, d'être avec nous aujourd'hui et à très bientôt chez Ecofin Club. À bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir.